Bonjour à toutes et à tous, je suis Hassan Benhamadi, avocat associé et cofondateur du cabinet Adlan Avocat, où j'interviens principalement en droit de la responsabilité et plus largement en droit des dommages environnementaux. Je suis particulièrement ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me semble fondamental et au croisement de plusieurs enjeux contemporain, le rôle de l'avocat face à un dommage environnemental dans un contexte juridique souvent complexe où se croisent plusieurs régimes de responsabilité. Comme vous le savez, c'est un sujet qui touche à la fois à la technique juridique, à la stratégie contentieuse, mais aussi à des considérations humaines, sociales et écologiques. Ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de poser un cadre clair. Comment définit-on un dommage environnemental ? Quels sont les leviers juridiques activables par l'avocat ? Et surtout, comment l'avocat peut-il, de manière concrète et efficace, agir dans l'intérêt de ses clients, qu'ils soient victimes, acteurs publics ou entreprises ? Donc, en premier lieu, le dommage environnemental. C'est une notion évolutive et complexe qui nécessite un petit point historique fondamental qui est celui du rappel de comment le dommage est initialement traité en droit français. Traditionnellement, le droit s'intéressait aux atteintes causées à des intérêts humains. Une personne, un bien, une activité économique qui se rattache aux intérêts humains. Mais progressivement, avec la montée des préoccupations écologiques, est apparue l'idée que l'environnement en tant que tel pouvait être un bien protégé. Et le principal apport nous vient de la loi du 8 août 2016, dite loi biodiversité, qui va marquer un tournant majeur en introduisant dans le Code civil la notion de préjudice écologique pur aux articles 1246 et 1247. En effet, au terme de l'article 1246, toute personne responsable d'un dommage écologique est tenue de le réparer. Et au terme de l'article 1247, on peut rechercher la responsabilité de l'auteur d'un dommage, même si aucune personne physique ou morale n'est directement touchée, et simplement parce que la nature est atteinte. Il s'agit d'une objectivisation de la faute. Et la conséquence est simple, c'est que la typologie des dommages va nécessairement se diversifier et grandir. Ça peut être du déversement de produits chimiques, ça peut être une destruction d'une zone protégée, d'une forêt ou d'une espèce menacée, ça peut être de la contamination des sols suite à une activité industrielle, et il peut s'agir d'un accident, d'une pollution diffuse et progressive, ou même d'une décision publique mal encadrée, comme par exemple un permis de construire délivré en zone naturelle sensible. Et cette objectivisation, cette autonomie du dommage environnemental, de la faute et du dommage environnemental a conduit à ce que les différents régimes de responsabilité juridique se superposent un peu à la manière d'un sandwich, puisque ces régimes peuvent parfois coexister en parallèle, et chaque régime a ses propres logiques, ses propres exigences de preuve, ses délais et ses juridictions. La responsabilité civile, par exemple, la plus classique, qui vise à obtenir la réparation d'un préjudice entre personnes privées, contient divers sous-régimes. Comme vous le savez, il y a la responsabilité pour faute, la responsabilité classique, où on doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Mais il y a également la responsabilité sans faute, comme par exemple en matière de troubles anormaux de voisinage, où on a une jurisprudence constante en la matière, mais également la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait du préposé, en matière de responsabilité du chose, par exemple, vous avez la défectuosité d'une machine. Le point commun entre ces trois sous-régimes et l'élément central de ces trois sous-régimes est, comme vous le savez, le lien de causalité qui implique très souvent les débats centraux judiciaires. C'est souvent le point le plus difficile à établir et l'expertise d'un avocat et d'un expert technique aguerri est essentielle en la matière. Concernant la responsabilité administrative plutôt, elle concerne, comme vous le savez, les personnes publiques. Deux cas typiques en réalité. L'administration a commis une faute, exemple, elle n'a pas contrôlé une installation classée, ou bien elle est responsable sans faute, par exemple, lorsqu'un ouvrage public a causé un dommage. Exemple,
un barrage public mal entretenu qui relâche une eau polluée dans un écosystème fragile. Les recours se font alors, comme vous le savez, de manière classique, devant le juge administratif, selon des procédures spécifiques. Je pense par exemple au référé assez connu des praticiens. La responsabilité pénale, quant à elle, intervient lorsque les faits constituent une infraction pénale. L'originalité, c'est que l'infraction peut se trouver au Code de l'environnement, pollution, non-respect des autorisations, atteinte aux espèces protégées, etc. Mais aussi les infractions de droit commun, la mise en danger de la vie d'autrui, blessure involontaire et parfois même, malheureusement, homicide involontaire. Et depuis 2021, nous avons un délit spécifique qui a fait couler beaucoup d'encre, le délit d'écocide, dans les cas les plus graves d'atteinte à l'environnement. Ce délit, comme vous le savez, est un délit assez lourd qui peut entraîner jusqu'à 10 années d'emprisonnement, 4,5 millions d'euros d'amende, en peine accessoire, des peines accessoires aussi très lourdes, et pour les personnes morales, une multiplication par 5 des amendes. Cet enchevêtrement parfois stratégique des responsabilités dans un même dossier peut être cumulé. Et c'est là, pour traiter le sujet de ce jour, que trouve l'avocat toute son utilité. Vous pouvez avoir une action civile pour réparer les victimes, une plainte pénale pour réprimer les infractions, et un recours administratif contre l'inaction de l'État. L'avocat doit donc savoir jouer sur plusieurs tableaux, souvent simultanément, avec une très grande précision procédurale. En effet, l'avocat a un rôle stratégique et opérationnel en la matière. Ce n'est pas seulement un technicien du droit face à un dommage environnemental, il devient stratège, coordinateur et parfois même médiateur. En premier lieu d'abord, il doit qualifier juridiquement le dommage. Tout commence par une analyse juridique fine des faits. Quel est le régime de responsabilité applicable ou les régimes de responsabilité applicables? Faut-il agir en urgence, référé, ou au fond? Quels sont les bons fondements à mobiliser? Civil, pénal, administratif, les trois en même temps? C'est là que l'avocat fait la différence. Il oriente le dossier vers les leviers les plus efficaces. Ensuite, il met en œuvre la procédure. Il va construire le dossier de preuve, expertise avec des experts techniques, constats, rapports environnementaux, saisir la bonne juridiction dans les bons délais, gérer les relations avec les experts, les autorités, voire également les médias, parce que tout le monde sait que dès lors qu'il y a un dommage environnemental, il y a un risque réputationnel. L'avocat peut aussi privilégier dans certains cas une négociation amiable pour la réparation du dommage environnemental, notamment dans le cadre de contentieux longs ou incertains. Le rôle de l'avocat est aussi de savoir travailler avec les experts techniques et opérationnels. Dans presque tous les dossiers environnementaux, l'expertise est au cœur de la procédure. L'avocat doit savoir identifier les bons experts, hydrogéologues, chimistes, écologues, participer activement aux réunions d'expertise, exploiter techniquement les rapports pour faire valoir ses arguments juridiques, accompagner des victimes ou des entreprises. L'avocat peut être l'avocat des victimes, riverains, ONG, collectivités. Il s'agira alors dans ces hypothèses de faire reconnaître le dommage, obtenir réparation, établir le lien de causalité, voire faire évoluer le droit et la jurisprudence. Il peut aussi être l'avocat des entreprises. Il les accompagne dans leur mise en conformité, leur gestion de crise, leur défense pénale ou la construction d'une stratégie de prévention. Dans les deux cas, il doit conjuguer maîtrise technique, anticipation stratégique et compréhension des enjeux humains et médiatiques. En effet, aujourd'hui pour les entreprises, le risque médiatique et réputationnel est certain. Et pour conclure, je dirais que face à un dommage environnemental, l'avocat est aujourd'hui un acteur incontournable. Il ne s'agit plus seulement de plaider devant un tribunal, il s'agit de construire une réponse globale à un problème souvent complexe, multidimensionnel et urgent. L'environnement n'est plus un sujet périphérique, c'est un sujet central du droit contemporain qui mobilise des compétences croisées, une rigueur dans la preuve et une capacité à agir vite et de manière coordonnée. Face à ces défis, l'avocat doit être un juriste transversal, un stratège et un partenaire de terrain. Et cette tendance ne fera malheureusement que s'amplifier dans l'avenir.